Madame la juge, pardon, pour la parole accordée. Voilà, avant de répondre à la question, nous aimerions placer un fondement, c'est que la question de la réparation renvoie aussi à une autre facette du droit pénal, c'est que le droit pénal n'est pas uniquement un droit répressif, il ne consiste pas seulement à appliquer une peine au coupable, puisque la commission d'un crime ou encore d'une infraction a d'une manière ou d'une autre suscité des dommages. C'est donc dans ce contexte-là que la Cour ne se limite pas uniquement à se prononcer sur les peines, mais a aussi un regard particulier sur les victimes, c'est-à-dire sur ceux qui ont connu un préjudice de n'importe quelle nature morale ou physique par le fait de la commission d'un crime et dans le cas d'espèce d'un crime qui relève de votre compétence. D'organisation, de capacité à pouvoir fournir des directions, des opérations militaires et stratégiques, mais également le fait de pouvoir s'exprimer d'une seule et même voix à travers cette organisation. Je me doute qu'il y a d'autres critères énoncés dans la jurisprudence, mais ce sont ceux qui me viennent à l'esprit. En ce qui concerne désormais la première partie de la question, qui pourrait m'être rappelée, s'il vous plaît. Non, la deuxième partie, c'est si la société Blue Water peut être les... Pour ceux qui dorment, ils ne se réveilleront plus. Pour ceux qui restent éveillés, ils ne ferment pas les yeux. Pour ceux qui ont la rage au ventre, pour ceux qui iront devant vous, la peur au ventre, pour ceux qui se sont fait plumer, mais surtout pour ceux qui ont pris leur plume pour vous contacter. Que dans cette affaire, il est question d'autant de ceux que de pollution. Alors, pour ceux qui vivent tout cela, et beaucoup d'autres encore. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, maître. Je me tourne encore vers le Conseil de la Défense. Avez-vous autre chose à ajouter? Si oui, allez-y. Merci Madame la Présidente pour la parole accordée une fois de plus. La duplique du Conseil de la Défense rencontrera 4 points. Premièrement, la question relative à la compétence de la Cour. Deuxièmement, la question relative à l'immunité de John Claquet. Troisièmement, démontrer que les Blue Water ont agi en cas de nécessité militaire. Et quatrièmement, démontrer que Nalice n'est pas John Claquet. Concernant la question de la compétence de votre Cour, en effet, le Conseil de la Défense attire l'attention du Conseil des victimes sur les véritables concepts employés dans la jurisprudence de la Cour. En effet, dans la situation relative aux Philippines, il s'agit plutôt de reprendre les enquêtes. Ce concept, reprendre les enquêtes, suppose que préalablement, il existait des enquêtes. Deuxièmement, sur la question relative à l'immunité de John Claquet qui a été violée dans la présente affaire par l'émission du mandat d'arrêt. Le Conseil de la Défense tient préalablement à souligner que le concept immunité n'est pas égal à impunité. La Cour d'ailleurs le rappelle dans l'affaire, la Cour internationale de justice le rappelle d'ailleurs dans l'affaire du mandat d'arrêt du 1er avril 2000 rendu le 12 février 2002. Le Conseil des victimes donne un devoir au Conseil de la Défense de démontrer une coutume contraire parce que reconnaissant une valeur coutumière à l'article 27 paragraphe 2e. Au-delà de démontrer une coutume contraire, le Conseil de la Défense démontrera plutôt l'inexistence d'une telle coutume. En effet, pour qu'une règle soit coutumière, il faudra qu'elle remplisse 2 éléments cumulatifs. Premièrement, l'existence d'une pratique et deuxièmement, l'acceptation de cette dernière par les États comme étant le droit. Or, s'il existe une coutume
il faudra démontrer une pratique acceptée par les États comme étant les droits. S'agissant des immunités des chefs d'État ou encore des premiers ministres ou des ministres des Affaires étrangères des États, les sujets primaires du droit international sont clairs. Relativement à l'arrêt du 6 mai 2019 rendu par votre Cour dans l'affaire Omar Hassan el-Béchir, plusieurs délégations ont critiqué la décision de la Cour en ces termes. Premièrement, nous commençons par le Cameroun, qui insiste sur le respect de l'immunité devant les institutions qui dérivent de la souveraineté des États, s'agissant des États tiers. Israël, par contre, estime que la décision ne clôt pas le débat, se prête à de nombreuses interprétations et d'applications limitées. Sans même parler de l'Union africaine qui représente plus de 70 États d'Afrique qui contextent expressément la décision de la Cour. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni considère que la question des immunités ne devrait pas s'appliquer aux États tiers, conformément à l'article 98, paragraphe 1er du statut de Rome. Le Soudan, d'ailleurs, est plus critique dans cette circonstance, puisque la question était relative à son État, à son territoire. Madame la Cour, s'il est admis que les États sont les sujets primaires du droit international, alors ce sont ces derniers qui ont manifesté l'inexistence d'une acceptation d'une quelconque pratique comme étant le droit. Et donc le caractère coutumier ne vaut pas, parce qu'il lui manque bien entendu un élément substantiel et constitutif. S'agissant bien entendu de la question relative à la nécessité militaire, le Conseil de la Défense tient à démontrer que s'il est survenu sur le territoire du Ouatta des attaques contre les commerces, les temples, c'était en cas de nécessité militaire. Madame la Cour, une question peut être posée en ce jour. Que feriez-vous si vous saviez que l'ennemi était dans cette audience et que vous n'aviez qu'un seul moyen que celui d'attaquer cette salle? Que feriez-vous si vous saviez que les maquis de résistance ainsi que des sites d'armement se retrouvaient plutôt dans les temples et que ceux-ci devraient être attaqués et ne bénéficiaient d'aucune protection au regard du droit international humanitaire dans ces circonstances? Évidemment, le critère de nécessité militaire ou même la situation de nécessité militaire légitimise l'attaque des Blue Water à l'encontre des temples qui se trouvaient sur les territoires du Ouatta. Mais en plus, ce que le Conseil des victimes n'arrive pas à démontrer, c'est qu'il existait bien un plan commun entre Denis Mocker et John Clackey visant à faire fuir la population du Ouatta de son territoire. Évidemment, ils se fondent sur des suppositions. Bon, on suppose qu'un contrat a été conclu, on suppose qu'il y a eu des négociations, on suppose qu'il y a eu... Mais Madame la Cour, vous n'êtes pas appelée à statuer sur des suppositions, mais plutôt sur des preuves, donnant des motifs substantiels de croire, non seulement que des crimes ont été commis, mais qu'ils ont été commis par ceux qui sont accusés en ce jour. Mais en plus, le Conseil des victimes ignore des événements très importants dans la trame factuelle. C'est qu'il existe une actrice qu'ils veulent tout simplement ne pas considérer, juste parce qu'ils veulent faire porter le chapeau à John Clackey et Denis Mocker. Au-delà d'une actrice, il existe deux acteurs. Il s'agit de Jules Chaussette et de Madame Stacey Adams. Et in fine, d'ailleurs, il est précisé que cette dernière est allée de manière en cachette vouloir indemniser les victimes à l'insu de tout le monde. N'est-ce pas là un acte qui prouve d'une manière ou d'une autre qu'elle est liée par les actes qui sont produits sur le territoire du Ouatta et que ce n'est pas le dirigeant de la société Nalis, M. John Clackey. Madame la Présidente, honorable juge, tel que vous l'avez retenu dans l'affaire Germain Katanga, les questions relatives à la responsabilité pénale sont d'interprétation stricte. Et le corollaire de ce principe est in dubio pro reo.
Nullement le doute ne peut profiter au Conseil des victimes. Le doute doit plutôt profiter à celui qui est suspecté en ce jour, à celui dont l'honneur est complètement piétiné, à celui qui représente un État dont la souveraineté est profondément atteinte. Il doit profiter à John Claquet, puis à Denis Smoker. En considérant ce qui vient d'être dit, le Conseil de la Défense réitère son dispositif. Nous avons dit. Merci beaucoup. Chers collègues, nous arrivons à la fin des plaidoiries des uns et des autres. Et je crois que ces plaidoiries apportent quelques questions, quelques préoccupations de part et d'autre. Je voudrais d'abord laisser la parole à M. Léo. S'il s'agit de la préséance, vous êtes le plus jeune d'entre nous deux. Donc, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, vous les posez avant que je ne donne la parole à la juge libanaise. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ne vous inquiétez pas, la différence d'âge ne se remarque absolument pas. Donc j'ai plusieurs questions. D'abord, j'ai une question pour les représentants légaux des victimes et ensuite j'aurai une question pour la défense. Tout d'abord, je vais commencer par rapport à la qualification de conflit armé non international. Dans le dossier, il apparaît clairement que les motivations de Blue Water sont économiques. Et j'aurais aimé savoir si ces motivations peuvent avoir un effet sur la qualification de conflit armé non international. Merci. Je vous remercie pour votre question, monsieur le juge. Les motivations économiques de Blue Water n'ont en l'espèce pas nécessairement d'influence sur la qualification de conflit armé non international, puisque le droit international humanitaire ne connaît pas de ce que l'on appelle les raisons qui poussent à la guerre, mais bien les faits qui permettent de déterminer que plusieurs parties à un conflit s'affrontent de manière prolongée, de manière violente sur un territoire donné. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai une autre question, toujours relative au conflit armé international, cette fois-ci aux crimes dont vous avez fait mention, notamment l'attaque contre les civils et les attaques contre les bâtiments protégés. Et j'aurais aimé savoir s'il existe, dans quel contexte cette attaque doit être perpétrée. Merci. Est-ce que vous pourriez reformuler votre question, s'il vous plaît? J'aurais aimé savoir s'il existe une jurisprudence concernant les attaques contre les civils, et notamment savoir si l'attaque contre les civils doit être perpétrée dans le cadre de la conduite des hostilités ou est-ce qu'elle peut être perpétrée en dehors de la conduite des hostilités. Alors, s'agissant de la qualification d'une charge en tant que crime de guerre, il est en effet nécessaire qu'il existe un nexus entre les actes perpétrés et le conflit armé. Ainsi, les actes perpétrés, notamment les attaques des civils, doivent s'inscrire dans la conduite des hostilités. En l'espèce, tel était le cas, puisque Blue Water était premièrement largement engagé dans les hostilités contre l'État du Wata, mais également contre les Katawahi, qui étaient la cible première d'une guerre qui se menait dans des villages, sur une population donc totalement civile, afin de semer la terreur et finalement de faire fuir les Katawahi comme nous l'avons démontré auparavant. Ainsi, en l'espèce, toutes ces attaques s'inscrivaient bel et bien dans ce contexte de conflit armé non international qui opposait certes les forces du Wata et Blue Water, mais également avait pour objet d'atteindre directement la population Katawahi. Merci beaucoup. J'ai une question pour les représentants de la défense.
Donc j'ai bien compris que vous plaidez qu'il n'existe pas de plan commun au niveau de l'article 25 A. J'aurais seulement aimé savoir si, selon vous, puisque les représentants légaux des victimes ont plaidé un tel plan commun au niveau de l'article 25.3a, j'aurais voulu savoir si pour vous il est possible qu'un tel plan commun ait été mis en place au niveau de l'article 25.3d. Merci. Merci pour la question. Merci pour la question, monsieur le juge. Concernant l'existence du plan commun, si cela peut s'appliquer dans le sens du point D de l'article 25, il faudrait faire pour cela la part de choses. L'article 25, parlant de la commission par participation criminelle, renvoie à deux possibilités, la coaction directe et la coaction indirecte, qui des deux exige un plan commun. Mais s'il s'agit de la commission à titre accessoire qui peut prendre la forme d'une complicité, il n'est pas nécessaire d'établir cet élément objectif que l'existence d'un plan commun. Merci. Merci beaucoup, monsieur le juge. Madame la juge Ibanez, nous avons besoin de votre éclairage dans le cadre de cet exercice. Merci, Madame la Présidente. On a parlé aujourd'hui des modes de responsabilité divers, nettement, les modes de responsabilité de l'article 28b. Sur la responsabilité des hiérarchies du civil, des supérieurs. Mais il y a des autres modes de responsabilité dans les statuts de Rome, nettement. Les modes de responsabilité de la perpétration, qui est dans l'article 25.3a. Et cette question est pour les deux équipes. La décision de l'appel de la Chambre d'appel du 15 décembre 2022 dans l'affaire Ongwen et aussi dans l'affaire Ntaganda en avant, il donne un autre mode de perpétration pour ce type d'affaires. Pourriez-vous préciser la notion de coperpétration indirecte par l'intermédiaire d'un appareil de pouvoir organisé? Et aussi, je voudrais savoir votre point de vue sur si la société Blue Water peut-elle être considérée comme étant un appareil de pouvoir organisé, efficace pour la commission des crimes. Merci. Les victimes? Je vous remercie pour votre question, Madame la juge. Alors, je vais la prendre par la fin. En ce qui concerne tout d'abord le caractère de groupe armé organisé ou d'entité armée organisée en ce qui concerne Blue Water, eh bien c'est la jurisprudence Ntaganda qui nous donne des critères, des faisceaux d'indices qui nous permettent de caractériser ce qu'est un groupe armé organisé. Et il se trouve que dans cette jurisprudence, même si elle énonce énormément de critères, il est également dit que ces critères sont un test et qu'ils peuvent être analysés avec souplesse et que donc c'est analysé au cas par cas et que si un certain groupe ne répond pas à tous ces critères, eh bien, il pourra quand même être considéré comme tel en fonction du cas. Toujours est-il que ces critères sont par exemple la notion de hiérarchisation, d'organisation, de capacité à pouvoir fournir des directions, des opérations militaires et stratégiques, mais également le fait de pouvoir s'exprimer d'une seule et même voix à travers cette organisation. Je me doute qu'il y a d'autres critères énoncés dans la jurisprudence, mais ce sont ceux qui me viennent à l'esprit. En ce qui concerne désormais la première partie de la question,
qui pourrait m'être rappelé, s'il vous plaît? Non, la deuxième partie, c'est si la société Blue Water peut-elle être considérée comme étant un appareil de pouvoir organisé, efficace pour la commission des crimes. Merci. Je vous remercie. Je regrette que vous nous la posiez parce que c'est ce que nous avons essayé de démontrer dans notre plaidoirie. Toujours est-il que je vais y répondre. Et effectivement, Blue Water, pour nous, peut être considéré comme un groupe armé organisé, puisqu'il dispose d'un directeur, Denis Smoker, qui donc peut s'exprimer d'une même voix. Et c'est ce qu'ils ont fait à la lecture du dossier, puisqu'ils ont négocié un accord de paix à la fin, puisqu'ils ont également, au début du cas, tenté de faire des pourparlers avec la population Katawai, mais puisqu'il a également signé de sa main une charte sur le comportement des entreprises de sécurité privée. Donc on peut déjà voir que le critère de capacité à répondre d'une voix unifiée est rempli. Ensuite, c'est également un groupe armé qui a utilisé des armes à sous-munitions, donc des armes lourdes, des armes pourtant interdites en droit international humanitaire et qui est donc en capacité et qui a des ressources militaires. Mais on peut voir également qu'il y a une hiérarchie claire, puisque la défense a aimé à nous le rappeler, qu'il y a également dans cette entreprise Jules Chaussette, qui est donc le directeur des opérations extérieures. Et il y a donc déjà, on peut distinguer deux différents postes, mais on peut surtout relever le fait que Jules Chaussette a été licencié sur le simple fait que M. Denis Smoker ne voulait plus travailler avec lui parce qu'il était en désaccord avec ce qu'il avait commis, et que donc ce licenciement, du simple fait qu'il était en désaccord avec lui, montre qu'il est bien le chef et qu'il est bien à la tête de ce groupe armé, et que sa décision a été automatique puisque Jules Chaussette a été licencié. Merci, merci. L'équipe de la défense, s'il vous plaît. Merci Madame la juge pour la parole réaccordée et pour la question posée. Concernant la coaction indirecte commise par l'intermédiaire d'un tiers, ici on est en face de deux auteurs intellectuels du crime qui planifient le crime et apportent une contribution substantielle, mais les actes matériels de commission de ce crime ont été faits par un intermédiaire et considéré comme un appareil qui permet voilà, est un appareil contenant une structure hiérarchisée permettant de faire exécuter les décisions prises par son chef ou son dirigeant. C'est dans ce sens que votre cour, dans la chambre préliminaire 1, dans l'affaire Katanga, vous avez en effet jugé que ne pas considérer une milice comme étant une structure hiérarchisée, étant considérée comme un appareil structuré et organisé, en ce sens qu'il n'existe pas au sein d'une telle milice une chaîne de commandement bien établie permettant de faire respecter les ordres du haut en bas. Et donc, s'il faudrait répondre que le groupe Blue Water était considéré comme tel, la réponse est affirmative, mais nous insistons et nous réitérons que M. Denis Smoker, le seul auteur ici accusé d'avoir commis ces crimes dans la forme de la coaction indirecte, ne l'a pas fait tout simplement parce qu'il n'a pas participé à un quelconque plan criminel impliquant ainsi sa contribution à la commission de crimes ainsi perpétrés dans l'île du Katawai. Merci, merci. J'ai une deuxième question sur victimes et sur réparation dans ce type de crime. Et on a écouté de la défense qu'il y a eu une atteinte d'indemnisation, mais la question ici est, selon la jurisprudence, et la question est pour les deux équipes, selon la jurisprudence de la CPI concernant les réparations pour les crimes internationaux les plus graves relevantes de la compétence de la Cour, spécifiquement dans les cas Lubanga et les cas Ntaganda, et compris aussi des opinions séparées. Et la question c'est, quel est l'objectif, la signification et l'essence même de ces réparations? Ils sont uniquement les compensations? C'est la question. Merci. Les victimes, please.
s'il vous plaît. Alors, l'objectif de ces réparations est certes en premier lieu la compensation des victimes pour les préjudices qu'elles ont subis, qu'ils soient économiques, qu'ils soient matériels ou psychologiques. Toutefois, il s'agit également d'aider les victimes à réparer leur communauté. Ainsi, votre cours est habilité et notamment grâce au fonds de réparation des victimes qui aide votre travail en ce sens, est habilité à mettre en place des mesures sur des territoires, comme aider à la construction de centres psychologiques pour accueillir les victimes et autres mécanismes afin de les accompagner dans leur reconstruction et dans finalement la réparation et l'acceptation de leur traumatisme. Je vous remercie. Merci. La défense, s'il vous plaît. Merci Madame Madame la juge, pour la parole accordée. Voilà, avant de répondre à la question, nous aimerions placer un fondement, c'est que la question de la réparation renvoie aussi à une autre facette du droit pénal, c'est que le droit pénal n'est pas uniquement un droit répressif, il ne consiste pas seulement à appliquer une peine au coupable, puisque la commission d'un crime ou encore d'une infraction a d'une manière ou d'une autre suscité des dommages. C'est donc dans ce contexte-là que la Cour ne se limite pas uniquement à se prononcer sur les peines, mais a aussi un regard particulier sur les victimes, c'est-à-dire sur ceux qui ont connu un préjudice de n'importe quelle nature morale ou physique par le fait de la commission d'un crime et dans le cas d'espèce d'un crime qui relève de votre compétence. Alors les questions de la réparation dépendent de la nature du préjudice qui a été causé, s'il s'agit d'un préjudice moral ou encore d'un préjudice matériel selon le cas, nous avons dit. Merci, merci. Merci. La question a été posée en référence à la jurisprudence de Ongwen, de Ntaganda et Lubanga, où la Cour a souligné des principes de réparation, où le plus important, c'est la restitution de la dignité et des autres éléments. Mais si vous avez quelque chose à ajouter à votre réponse, je pourrais vous écouter. La victime? Non? La défense? Non. Merci, merci. Merci, Madame la juge Ibanez. Je crois que nous sommes ici à plusieurs titres. Et ce qui fait la spécificité de l'exercice de cet après-midi, c'est qu'on nous met en présence la situation des victimes et de l'accusé tout simplement, et du suspect, en cette étape de la procédure. Donc en fait, le cas me paraît assez spécifique, assez singulier, assez un peu tiré par les cheveux, mais c'est en fait pour la bonne cause. Et je crois que ce qui est important, vous l'avez relevé ici, c'est vrai que nous avons de la jurisprudence au niveau de la Cour pénale internationale sur cette question, mais ce qui est important à relever, c'est le projet de vie des victimes. C'est leur projet de vie et puis il suffisait tout simplement de dire que un projet de vie détruit ne peut jamais être réparé à 100%. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter un peu pour, comment dirais-je, pour animer un peu le débat sur cette question-là. Mais moi, personnellement, j'ai deux préoccupations par rapport aux observations des uns et des autres. J'ai compris que les représentants légaux des victimes n'ont pas trop traîné sur la compétence, la question liée à la compétence, tout en citant l'article 12 du statut de Rome. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est de pouvoir entendre d'eux
qu'ils élaborent un tout petit peu sur cette question-là, ne serait-ce que pour 2 minutes, hein, pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu le contexte de l'article 12 relatif aux conditions préalables à l'exercice de la compétence? Parce que vous dites qu'il n'y a pas trop de débat sur cette question-là, dans la mesure où vous pensez que la Cour était déjà compétente sur la question. Je me suis fait un peu comprendre. Oui, je vais tenter de répondre au mieux à votre question. Je vous prie de nous excuser. Dans le mémoire à la lecture du mémoire de la Défense, nous n'avions pas relevé que la compétence rationnelle loci était contestée. Donc je reviendrai juste sur ce point assez brièvement. En réalité, pour nous, la question ne se pose pas, puisqu'au moment des faits, à la suite de la démonstration que j'ai effectuée et de la réplique de ma consoeur, le Wata était parti au statut de Rome. Les crimes s'étant commis sur une île du territoire du Wata, l'île de Katawa, un État qui était parti au moment des faits au statut de Rome, pour nous, la Cour est compétente, rationnelle loci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cela? Allez-y, en 1 minute, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Effectivement que nos excellents contradicteurs ont tenté de répondre comme ils l'ont bien souligné. Votre Cour est bel et bien incompétente, puisque conformément à l'article 127 du statut, le retrait prend effet après 1 année. Mais selon la trame factuelle, c'est après la prise d'effet du retrait, puisque le retrait a pris effet en date du 8 octobre 2020, c'est 2 mois plus tard que le procureur va obtenir l'autorisation d'enquête, alors que l'autorisation d'enquête doit être obtenue à l'intérieur du délai d'1 année. Et considérant cela, la Cour ne peut être compétente. Merci. Merci, je vous remercie. Une autre préoccupation et une dernière certainement. C'est par rapport à cette notion d'état de nécessité. J'ai cru comprendre que les représentants légaux des victimes ont parlé d'état de nécessité. Je veux m'assurer qu'il s'agit de cela. Vous avez parlé d'état de nécessité ou bien de nécessité militaire? Parce que d'un côté, c'était une question liée à la nécessité militaire et de l'autre, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la notion d'état de nécessité sur les modes de responsabilité. C'est bien cela? C'est exactement ça. La Défense a relevé dans ces 2 mémoires les 2 notions, sans pour autant vraiment les préciser, donc j'ai tenté d'y répondre au mieux. Ok, merci beaucoup. Dans ces conditions, je voudrais poser la question aux deux équipes. Est-ce qu'on peut valablement parler de nécessité militaire ou d'état de nécessité en matière de droit pénal international, en matière de justice pénale internationale, qui nous présente comme protagonistes des victimes qui n'ont été mêlées ni de près ni de loin à des conflits ou à des hostilités. Je peux y revenir? Est-ce qu'on peut parler réellement de nécessité militaire ou d'état de nécessité lorsque nous parlons, ça me colle un peu à la peau, mais je vais le dire, lorsque nous parlons de violation massive des droits de l'homme? Je vous remercie pour votre question. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Oui, étant donné que ce sont 2 notions qui sont issues du droit, l'une plutôt du droit international humanitaire pour ce qui est de la nécessité militaire, tandis que l'autre est bien inscrite au statut, et qui est inscrite au statut en sens qu'elle est un motif d'exonération de responsabilité. Et effectivement, dans ma réplique, j'avais évoqué cet article pour dire qu'il répondait de critères extrêmement précis qui n'étaient pas dans le cas d'espèces caractérisées. Et en ce qui concerne la nécessité militaire, en réalité, elle aussi, au sens du droit international humanitaire, répond à des critères extrêmement précis. Et surtout, la nécessité militaire ne peut jamais se justifier en allant à l'encontre des 3 principes de droit international humanitaire, qui sont le principe de précaution, le principe de proportionnalité et le principe
de distinction, comme m'a soufflé en réalité ma consoeur. Et donc, il se trouve dans le cas de l'espèce que ces trois principes ont été bafoués par Bluewater en visant, que ce soit en ce qui concerne les civils, des femmes, des enfants et des personnes âgées, ou que ce soit en visant des monuments historiques classés au patrimoine de l'UNESCO, et en essayant de faire une association en disant que parce que les civils se sont groupés en maquis, alors nécessairement ces maquis se trouvent dans les monuments historiques, ce qui n'est pas mentionné dans le cas. En réalité, on ne sait pas où se trouvent les maquis. Alors, en tout état de cause, les attaques qui ont été effectuées sont nécessairement contraires au principe du DIH et donc ne peuvent pas répondre aux critères de la nécessité militaire. Merci beaucoup, maître. La parole est à vous. Du côté de la défense. Merci, Madame la Présidente. Alors, la question de l'état de nécessité renvoie bien entendu à une cause de justification qui décriminalise ou qui ôte la criminalité intrinsèque à un fait quelconque. Il s'agit bien entendu d'un cas où un individu commet un fait qui, objectivement, est interdit par le droit, et précisément par le droit international pénal dans le cas d'espèce, mais qui ne peut pas engager sa responsabilité tout simplement parce qu'il existe des faits justificatifs qui décriminalisent ce fait-là. S'agissant bien entendu de la question de nécessité militaire, il s'agit d'un principe du droit international qui peut aussi justifier certaines violations qui objectivement ne peuvent nullement être acceptées et qui sont également soumis à certains autres principes, notamment la proportionnalité, le principe de distinction, encore le principe de précaution, comme le Conseil des victimes venait de le soulever. Mais contrairement à ce que ce dernier a affirmé, le principe de nécessité militaire doit aussi s'apprécier par rapport au type d'intensité de violence dont il est question. En effet, nous sommes en présence d'un groupe, d'une société militaire de sécurité privée qui combat avec l'armée régulière d'un État, qui est supposé avoir les armes suffisantes afin de pouvoir mener de manière correcte un conflit armé, international ou encore non international soit-il. Alors, dans ce contexte précis, il est tout simplement acceptable, tout simplement justifiable et justifié que les compagnies de sécurité privée puissent user des mêmes moyens, si cela était possible, qu'un groupe armé, qu'une armée régulière d'un État, afin de pouvoir faire face à une quelconque attaque ou encore à une quelconque résistance diffuse. Et donc, dans ce contexte-là, le principe de proportionnalité doit s'apprécier au cas par cas, puisqu'il s'agissait d'un conflit armé opposant l'armée régulière d'un État ayant des moyens suffisants pour pouvoir mener à bien un conflit armé, ainsi qu'une compagnie de sécurité privée, nous avons dit. Merci beaucoup, maître. Nous arrivons nous arrivons au terme de notre exercice. Nous allons à présent nous retirer. Nous vous remercions pour vos présentations et donc nous allons nous retirer pour délibérer. Nous vous prions de bien vouloir être dans la salle dans 15 minutes. Le greffier d'audience, s'il vous plaît. Vous levez.